À table, devant ses amis, ma fille m'a murmuré « Papa, tu es mon stress. Demain, tu es dehors. » Je n'ai pas demandé d'explication, je n'ai pas pleuré. Je suis juste monté à l'étage. J'ai mis 2 tenues de rechange dans un sac de course et je suis parti. À 11 heures du soir, à 79 ans, sans abri, elle pensait m'avoir détruit. Mais elle ne savait pas ce que je cachais de l'autre côté de la ville, ni ce que cette nuit allait changer pour toujours. Si cette histoire éveille quelque chose en vous, abonnez-vous. Chaque jour, il y a une histoire qui pourrait être la vôtre. Dites-nous d'où vous nous regardez. Je m'appelle Édouard, j'ai 79 ans, je suis veuf. J'ai été professeur d'histoire pendant 42 ans. Et cette nuit-là, assis à la table de ma fille Amélie, j'ai compris que ma vie n'importait plus à personne. C'était un samedi. Elle avait invité 6 personnes de son travail, des gens qui parlaient d'hôtels 5 étoiles, de clients étrangers et de promotions. Mais j'étais là parce qu'elle me l'avait ordonné ce matin-là. « Papa, si tu descends, ne parle pas. Serre-toi et tais-toi. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne demandais plus rien. Depuis que Rebecca, ma femme, est morte, j'ai appris qu'il vaut mieux se taire que de déranger. J'ai mis une chemise propre. Je me suis peigné. Je suis descendu. Et je me suis assis au bout de la table, là où personne n'aurait à me regarder, où je pourrais me rendre invisible. Parce que c'était ce qu'Amélie voulait, que je disparaisse sans disparaître. La table sentait le parfum cher et le vin rouge. Amélie avait sorti les belles assiettes, celles qu'elle gardait depuis son mariage. Il y avait des bougies, une musique douce, tout était préparé pour impressionner. Je me suis servi un peu de salade, je mâchais lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, de ne déranger personne, avec le son de mon existence. À côté de moi se trouvait Carole, la voisine du 4e étage. Cette femme qui me regardait toujours avec une fausse pitié. « Comment allez-vous » m'a-t-elle demandé de cette voix doucereuse que les gens utilisent quand la réponse leur est égale. « Je vais bien, merci » ai-je dit. Elle a souri et a recommencé à parler aux autres. Personne d'autre ne m'a adressé la parole. C'était comme si j'étais un vieux tableau accroché au mur. J'étais là, mais personne ne me remarquait. Personne ne voulait me voir. J'occupais juste de l'espace. Et c'était exactement ce que j'étais pour Amélie. Un espace occupé. Amélie a beaucoup ri ce soir-là. Trop. Je la connaissais. Je savais que lorsqu'elle riait de cette manière forcée, c'est qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Cet après-midi-là, son ex-mari, Gérard, l'avait appelée pour lui demander encore de l'argent. Je l'avais entendu depuis ma chambre. « Je n'ai rien à te donner, Gérard. Laisse-moi tranquille. » Elle a raccroché et est restée dans le couloir, respirant fort, les poings serrés. Je suis sorti pour lui demander si elle allait bien. Elle m'a regardé comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré, comme si ma présence était une invasion. « Papa, va dans ta chambre. » Je n'ai rien dit. Je suis juste retourné sur mes pas. J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit, le regard fixé sur le mur, me demandant à quel moment j'avais cessé d'être son père pour devenir son fardeau. Était-ce à la mort de Rebecca? Ou était-ce avant? Était-ce progressif? Ou y a-t-il eu un jour précis où j'ai cessé de compter pour elle? Je ne savais pas. Je savais seulement que ça faisait mal. Ça faisait mal comme ça fait mal de se sentir invisible dans sa propre famille. Pendant le dîner, un des invités a raconté une blague sur un vieil homme qui se perd au supermarché. Tout le monde a ri. J'ai souri aussi, même si je n'ai pas compris la chute. Même si je savais que la blague portait sur des gens comme moi, de vieux boulets confus. Amélie a rempli son verre de vin pour la 3e fois. Ses mains tremblaient un peu. Carole s'est penchée vers elle et a dit à voix basse, mais audible, « Oh, Amélie, ça doit être épuisant d'avoir ton père à la maison toute la journée. J'ai mis ma mère en maison de retraite il y a des années. C'était le mieux pour tout le monde. » Amélie n'a pas répondu. Elle a seulement hoché légèrement la tête, comme quelqu'un qui reçoit un conseil qu'il a déjà envisagé, comme quelqu'un qui a déjà étudié les options. J'ai serré ma fourchette. J'ai senti quelque chose de chaud monter dans ma poitrine, un mélange de rage et de honte. Mais je n'ai rien dit, parce que je savais que si je parlais, elle allait me faire taire devant tout le monde, et cette humiliation aurait été pire que le silence. Puis, le moment est arrivé.
L'heure du dessert. Quelqu'un avait apporté un gâteau. Amélie a servi. Je n'en voulais pas, je n'ai pas faim, ai-je dit. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste posé l'assiette devant moi et a continué à parler avec ses invités comme si je n'avais pas parlé, comme si je n'existais pas. J'ai bu une gorgée de vin. Il était tiède, amer. J'ai regardé vers le couloir en cherchant Lily. Ma petite fille n'était pas redescendue. Chaque fois qu'Amélie recevait du monde, Lily s'enfermait dans sa chambre. Et je savais pourquoi. Parce que ma petite fille détestait ces réunions factices, parce qu'elle était la seule dans cette maison qui me regardait encore dans les yeux, qui me demandait encore comment j'allais, qui me serrait encore dans ses bras quand elle rentrait du marché. Mais cette nuit-là, même Lily n'est pas descendue, et ça m'a fait plus mal que tout le reste. Parce que ça signifiait qu'Amélie l'éloignait aussi de moi, petit à petit, avec des ordres déguisés en suggestions. J'ai regardé mon assiette, le gâteau intact, et je me suis souvenu d'Amélie à 7 ans. Nous étions venus à cette table. Rebecca lui avait fait son gâteau d'anniversaire, au chocolat, son préféré. Amélie a soufflé les bougies, a fait 3 vœux, puis a couru vers moi. « Papa, fais un vœu avec moi. Et j'ai demandé que tu sois toujours heureuse, mon amour. » Elle a souri. Elle m'a serré dans ses petits bras qui faisaient à peine le tour de mon cou et a dit « Je veux juste que tu sois toujours avec moi. » Toujours, papa, pour toujours. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde inspiration et je suis revenu au présent, à cette table où cette même fille, maintenant une femme de 43 ans, venait de me dire que j'étais en trop, que je devais partir dès le lendemain, comme on demande de sortir les poubelles, et je me suis demandé à quel moment cette petite fille s'était brisée, ou si c'était moi qui m'étais brisé. Amélie s'est levée pour se servir encore du vin. En revenant, elle s'est penchée vers moi. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, brillants, fatigués, vitreux à cause de l'alcool et d'autres choses, d'années de ressentiments accumulés. Elle m'a fixé et a dit d'une voix basse mais claire, avec cette froideur qui ne s'apprend qu'avec la pratique, « Papa, tu es mon stress. Demain tu es dehors. » Certains des invités l'ont entendu. L'un a ri nerveusement, ne sachant pas si c'était une blague. Un autre a toussé et a détourné le regard, mal à l'aise. Carole a haussé les sourcils avec un sourire entendu, comme quelqu'un qui dit « Il était temps. Bien joué. » Je suis resté immobile, la fourchette toujours à la main, le vin à moitié bu, mon cœur battant lentement comme s'il voulait lui aussi abandonner. Je n'ai pas demandé où, je n'ai pas demandé d'explication. Je n'ai pas supplié parce que j'avais compris. Il n'y avait plus d'explication. Il n'y avait que de la fatigue. Il n'y avait que du rejet. Il n'y avait que cette phrase qui me fendit en deux et qui me montra enfin ce que j'avais toujours craint, que ma fille ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-elle jamais aimé. J'ai fini de mâcher lentement, calmement, comme si de rien n'était. J'ai posé la fourchette sur l'assiette sans faire de bruit. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette, je l'ai pliée, je l'ai laissée à côté de l'assiette, je me suis levé lentement. Mes genoux ont craqué. Personne ne m'a regardé. Tout le monde continuait à parler, à rire, à boire, comme si je n'étais plus là, comme si j'étais déjà parti. J'ai poussé la chaise avec précaution, sans faire de bruit, parce que même dans ma sortie, je voulais être invisible, ne pas déranger, ne pas les mettre mal à l'aise. J'ai marché vers les escaliers, et tandis que je montais en m'agrippant à la rampe, car mes jambes ne répondaient plus comme avant, j'ai pensé, c'est la dernière fois que je monte ces escaliers, la dernière fois que j'entends les rires de ces invités, la dernière fois que je sens le parfum cher de cette maison, parce que je savais que si je partais, je ne reviendrais pas, parce que je savais que ma fille ne me mettait pas à la porte pour quelques jours. Elle m'effaçait de sa vie. Et moi, pour la première fois en 3 ans, je n'allais pas la supplier de me laisser rester. Cette fois, j'allais partir avant qu'elle ne me jette dehors officiellement. Cette fois, j'allais partir avec le peu qu'il me restait, la dignité. Je suis entré dans ma chambre, cette chambre qui était autrefois le débarras, la pièce pour les choses qui ne servent plus,
C'est là qu'Amélie gardait les cartons de Noël, les vieilles valises, les choses qu'elle n'utilisait plus. Et puis elle m'a rangé, moi. Parmi les cartons, parmi l'oubli, j'ai ouvert l'armoire. J'ai sorti un sac de course, un de ces sacs en plastique vert qu'on garde au cas où. J'y ai mis 2 pantalons, 3 chemises, des sous-vêtements, mes pilules pour la tension, ma carte d'identité, mon carnet où je notais les choses importantes, les choses que je ne voulais pas oublier. Parce qu'à 79 ans, on commence à oublier. Et je ne voulais pas oublier qui j'avais été. Et une photo de Rebecca. La photo datait de 50 ans. Nous étions à la plage. Elle souriait. Moi aussi. Nous semblions immortels. Nous semblions invincibles. Il semblait que rien ne pouvait nous séparer. Mais ça nous a séparés. La mort, puis la solitude. Je l'ai regardée un instant. J'ai touché son visage avec mon doigt. « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» lui ai-je demandé à voix basse. « Où vais-je ?» Elle n'a pas répondu, elle ne répondait jamais. Elle me regardait seulement avec ce sourire éternel, avec cette jeunesse figée. J'ai rangé la photo, j'ai fermé le sac, j'ai mis mon manteau, le même que j'utilisais quand j'allais travailler, quand j'étais encore quelqu'un. Et je suis parti. J'ai descendu les escaliers. Chaque marche craquait comme si la maison me disait aussi au revoir. Je suis passé devant le salon. Les invités étaient toujours là, à parler, à rire. Quelqu'un racontait une blague. Tout le monde a ri. Amélie était de dos, en train de servir le café. Elle portait la robe noire que Rebecca lui avait offerte. Le dernier cadeau, et elle ne le savait même pas. Personne ne m'a vu. Ou peut-être qu'ils m'ont vu et s'en fichaient. Ou peut-être qu'ils étaient contents. Enfin, le vieux s'en va. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Le couloir était vide, éclairé par ces lumières blanches qui bourdonnent, qui ne s'éteignent jamais, qui éclairent mais ne réchauffent pas. J'ai fermé la porte doucement, sans la claquer, sans drame, comme quelqu'un qui ferme un chapitre qui n'a plus de sens à lire, comme quelqu'un qui ferme un livre qui s'est mal terminé. J'ai marché vers l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai attendu. J'entendais les rires derrière la porte, de plus en plus lointains. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. J'ai vu mon reflet dans le métal. Un vieil homme aux épaules voûtées, aux yeux humides, un sac à la main, un homme qui n'avait plus de maison. Les portes se sont fermées. Je suis descendu et à chaque étage qui passait, je sentais que je laissais derrière moi non seulement un appartement, je laissais derrière moi toute une vie, une fille, une illusion, un amour qui n'a jamais été rendu. Quand je suis sorti de l'immeuble, l'air froid m'a frappé le visage. Comme une gifle, comme un rappel que le monde extérieur n'allait pas être plus gentil que celui de l'intérieur. Nathan, le voisin du 2e étage, fumait près de la porte. C'était un homme de 64 ans, un ancien militaire, de ceux qui parlent peu mais voient tout, qui ne demandent pas mais comprennent. Il m'a regardé. Je l'ai regardé en retour. Il a écrasé sa cigarette contre le mur, calmement comme quelqu'un qui a tout le temps du monde. Il a hoché la tête. Lentement, avec respect, il n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire, car dans ce geste, il y avait tout. Je sais ce qui s'est passé. J'ai entendu. J'ai vu. Et je ne te blâme pas. Et si je pouvais, je t'aiderais, mais je ne peux pas. Je peux seulement te regarder partir et te souhaiter bonne chance. J'ai hoché la tête aussi. J'ai rendu le geste comme pour lui dire merci de me voir, de ne pas me juger, de ne pas rire, et j'ai continué à marcher. La rue était vide, il faisait froid. Le vent faisait bouger les feuilles sèches. Elle faisait un bruit comme des chuchotements, comme des voix me disant qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'ai serré le sac contre ma poitrine et j'ai marché sans me retourner, parce que je savais que si je regardais, peut-être que je regretterais. Peut-être que je reviendrais. Peut-être que je supplierais. Et il n'y avait plus de temps pour les regrets. Il n'y avait plus de place pour l'humiliation. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus. 2 pâtés de maison qui semblaient faire 2 kilomètres, parce que chaque pas faisait mal. Pas dans mes jambes. Dans mon âme, il y avait un banc en métal glacé. Je me suis assis. Le froid a traversé mon manteau. Le vent sifflait entre les bâtiments comme une complainte, comme une chanson triste que personne ne voulait entendre.
Un taxi est passé, libre, avec sa lumière allumée. Je ne l'ai pas appelé. Je n'avais pas d'argent à gaspiller en taxi. Et en plus, pourquoi faire? Je n'étais pas pressé. Je n'avais pas de destination. J'avais seulement une adresse, un nom, un espoir. Un jeune couple est passé, enlacé, riant. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle a ri. Ils se sont embrassés. J'ai détourné le regard, non par envie. Par douleur, parce que je me suis souvenu quand je serrais Rebecca comme ça, quand nous marchions dans la rue en nous tenant la main, quand nous étions encore heureux, quand ça comptait encore, quand nous avions encore un avenir. Maintenant, ça n'importait plus. Maintenant, l'avenir était terminé. Maintenant, j'étais un vieil homme assis sur un banc avec un sac de course, attendant un bus pour l'emmener nulle part, ou peut-être quelque part que je ne connaissais pas encore. Et pendant que j'attendais, je me suis demandé, où va un homme quand il n'a plus de maison? Où va-t-il quand sa propre fille lui dit qu'il est une nuisance? Le bus est arrivé à 23h32, la ligne 47. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge sur le poteau 3 fois, comme si regarder l'horloge pouvait arrêter le temps, comme si ça pouvait retarder l'inévitable. Ce bus traversait toute la ville, du centre-ville à Bellevue, le quartier où j'avais vécu il y a plus de 40 ans, quand j'étais encore jeune, quand j'avais encore un avenir, quand Rebecca et moi venions de nous marier et que tout était possible. Je suis monté lentement. Mes genoux ne répondaient plus comme avant. Chaque pas était un effort, une négociation avec un corps qui ne m'obéissait plus. Je me suis agrippé fermement à la rampe parce que j'avais peur de tomber, et encore plus peur que personne ne me relève. Le chauffeur a levé les yeux, c'était un homme d'environ 50 ans avec une moustache épaisse et un uniforme bleu usé. Il m'a fixé. Il a froncé les sourcils comme s'il essayait de me reconnaître, et puis ses yeux se sont agrandis. « Monsieur Édouard », je l'ai regardé. Il m'a fallu une seconde. « Patrick Leclerc, mon élève, il y a 30 ans. » Il s'asseyait au fond. Il dessinait dans les marges de ses cahiers, des cartes, des batailles, des villes anciennes. Mais il était intelligent, très intelligent. Un de ces élèves qu'on n'oublie jamais. C'est moi, monsieur Édouard. Je n'arrive pas à croire que c'est vous. Sa voix contenait de la surprise et autre chose, de l'inquiétude, de la tendresse, comme quelqu'un qui voit un vieil ami qui va mal. Il a regardé le sac dans ma main, le sac de course vert, bon marché. Il a regardé mon visage, mes yeux gonflés, mes vêtements froissés, mon vieux manteau, et il a compris. Je n'ai pas demandé comment. Parfois, les gens savent, ils savent tout simplement, parce que la douleur se voit, elle se sent, elle se palpe. Montez, monsieur Édouard, et gardez votre argent. Vous ne me payez pas. J'ai essayé de protester, de sortir mon portefeuille, de faire ce qu'il fallait. Non, Patrick, Il a levé la main, ferme. Vous m'avez appris à lire des cartes. Vous m'avez appris que l'histoire, ce ne sont pas que des dates. Ce sont des gens qui souffrent, des gens qui se battent, des gens comme vous. C'est le moins que je puisse faire. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. J'ai hoché la tête. Mon menton tremblait. J'avais l'impression que j'allais pleurer. Mais je me suis retenu parce qu'on ne pleure pas dans le bus. On ne pleure pas devant des inconnus. Même si Patrick n'était plus un inconnu, il était un rappel du temps où je comptais encore, où j'étais encore quelqu'un. J'ai marché vers le fond, lentement, en m'agrippant au siège. Je me suis assis sur le dernier siège, près de la fenêtre. J'ai posé le sac sur mes genoux. Je l'ai serré contre moi comme si c'était la seule chose qui me restait au monde. Parce que c'était la seule chose qui me restait. Patrick a démarré. Le moteur a vrombi et j'ai regardé par la fenêtre, regardant la ville défiler, regardant ma vie défiler. La ville défilait lentement. De hauts immeubles aux fenêtres sombres, des vies éclairées derrière des rideaux fermés, des gens qui dînaient, regardaient la télévision, riaient, vivaient, des commerces fermés avec des grilles métalliques, des graffitis sur les murs, des ordures dans les coins, des rues vides éclairées par des lampadaires oranges qui clignotaient, sur le point de s'éteindre, comme moi. J'ai reconnu certains coins de rue.
La boulangerie où Rebecca achetait le pain le dimanche, fermée maintenant avec un panneau « à vendre ». Le parc où j'emmenais Amélie quand elle était petite, sombre, vide, avec des jeux rouillés. D'autres coins de rue, je ne les ai pas reconnus. Tout avait changé. De nouveaux immeubles, là où il y avait des maisons, des parkings, là où il y avait des places. Ou peut-être que c'était moi qui n'appartenais plus, celui qui était resté piégé dans un autre temps. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Un vieil homme ridé, aux yeux fatigués, une barbe de 2 jours, des cheveux en désordre. Quand suis-je devenu si vieux? Je ne sais pas. On ne s'en rend pas compte. C'est progressif. Un jour, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tu vois ton père. Et alors, tu comprends que tu as déjà traversé de l'autre côté. Tu es déjà le vieil homme que les gens évitent dans le bus. Celui qui sent le médicament, celui qui tousse trop, celui qui parle tout seul. Tu es déjà celui qui dérange juste en existant, celui qui est en trop. Le bus s'est arrêté. Crissement des freins, porte s'ouvrant avec un soupir las. Une jeune femme est montée avec un bébé endormi dans les bras. Elle devait avoir environ 25 ans. Cheveux attachés, visage fatigué, vêtements simples. Elle s'est assise à l'avant. Le bébé ne s'est pas réveillé. Il avait la bouche ouverte, ses petites mains fermées. La femme le berçait doucement avec cette tendresse que seules les mères ont. Ce mouvement automatique, inconscient, cet amour pur, qui ne demande rien en retour. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose de pointu dans ma poitrine. Une douleur physique, réelle, parce que je me suis souvenu quand Amélie était comme ça, petite, sans défense, parfaite, quand elle avait besoin de moi pour tout, pour manger, pour dormir, pour rire, quand j'étais son héros, son monde entier. Papa, porte-moi. Papa, raconte-moi une histoire. Papa, j'ai peur, ne pars pas. Et je ne suis jamais parti. Je suis resté près de son lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Je lui ai chanté des chansons. Je lui ai inventé des histoires. Quand a-t-elle cessé d'avoir besoin de moi? Quand suis-je passé de son héros à son fardeau? Était-ce quand elle a grandi? Était-ce quand elle s'est mariée? Était-ce quand Lily est née? Ou était-ce quand Rebecca est morte et qu'il n'y avait plus personne pour lui rappeler que moi aussi, je méritais de l'amour? Le bus a redémarré. La femme est descendue 3 arrêts plus loin. Le bébé dormait toujours et j'ai continué à regarder par la fenêtre, regardant ma vie défiler, regardant tout ce que j'avais perdu défiler. Patrick me regardait à travers le rétroviseur. Je le voyais. Nos regards se croisaient de temps en temps. Il détournait les yeux. Moi aussi. Mais nous savions tous les deux. Je savais qu'il voulait demander. Il voulait savoir ce qu'un vieil homme comme moi faisait seul avec un sac de courses à 11 heures du soir. Il voulait savoir si j'allais bien, si j'avais un endroit où aller, si j'avais besoin d'aide. Mais il n'a pas demandé. Et je l'ai remercié en silence à chaque kilomètre qui passait. Parce qu'il y a des questions qui ouvrent des blessures, ou qui vous forcent à dire à voix haute ce qu'on peut à peine penser. Et les miennes étaient encore fraîches. Elles saignaient encore. Elles faisaient encore mal à chaque respiration. Le bus a continué sa route, lent, fatigué, comme moi. Nous sommes passés par de larges avenues, désertes, par des quartiers que je connaissais autrefois, où j'avais vécu, où j'avais travaillé, où j'avais été heureux, par des endroits où je n'étais plus le bienvenu, où je n'appartenais plus. Et puis nous sommes arrivés à l'hôpital Saint-Vincent, ce bâtiment blanc qui m'a tout pris. Rebecca y était morte il y a 3 ans. 3 ans, 2 mois et 14 jours. Mais qui comptait? Et instinctivement, j'ai fermé les yeux, en les serrant fort, comme si cela pouvait effacer l'image, comme si cela pouvait effacer le souvenir. Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas me souvenir, mais je ne pouvais pas l'éviter. L'hôpital était toujours là, blanc, froid, imposant, avec cette croix rouge sur la façade qui promettait le salut, mais ne livrait que des adieux. Rebecca était morte au 3e étage, chambre 312. Je connaissais le numéro par cœur, et tout comme je connaissais sa date de naissance, son plat préféré, le parfum qu'elle utilisait, cancer du pancréas, rapide, brutal, sans pitié. Ils lui ont donné 6 mois.
Elle en a vécu 4 et chaque jour était pire que le précédent. Les derniers jours, elle ne parlait plus. Elle me regardait seulement avec ses yeux qui disaient tout ce qu'elle ne pouvait plus dire avec des mots « Je t'aime. Pardonne-moi. Prends soin de toi. Ne m'oublie pas. » Et je lui tenais la main, maigre, froide, transparente. Je lui disais qu'elle allait s'en sortir, que nous allions nous en sortir ensemble, que les médicaments allaient fonctionner, que Dieu allait faire un miracle. Mais nous savions tous les deux la vérité. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge, qu'il ne nous restait que des heures, des minutes, des secondes, et quand elle a fermé les yeux pour la dernière fois, quand sa main est devenue inerte dans la mienne, quand le moniteur a cessé de faire du bruit, et qu'il ne restait que ce bip long et constant, je suis resté là, assis près de son lit, ne sachant pas comment continuer, ne sachant pas pourquoi continuer, parce que Rebecca n'était pas seulement ma femme. Elle était ma raison, ma boussole, ma maison. Et sans elle, j'étais juste un homme qui attendait de mourir, qui attendait qu'on l'appelle, qui attendait de la retrouver. J'ai ouvert les yeux quand le bus a dépassé l'hôpital. J'ai pris une profonde inspiration. L'air me brûlait les poumons. Patrick m'a regardé dans le rétroviseur. Cette fois, il n'a pas détourné le regard. Il a soutenu mon regard avec ses yeux qui comprenaient, qui savaient, qui ne jugeaient pas. Et dans ce silence, dans cet échange muet, j'ai compris. Il savait. Il savait que quelque chose de grave s'était passé. Il savait que je fuyais. Il savait que j'étais brisé. Mais il ne jugeait pas. Il n'avait pas pitié. Il conduisait simplement. Il m'emmenait simplement. Il me donnait simplement de l'espace pour respirer, et cela d'une manière étrange, d'une manière que je ne peux expliquer, m'a donné la force de continuer, de ne pas abandonner, de ne pas me jeter du bus en marche et de me laisser mourir dans la rue. Le bus a continué d'avancer. Nous avons traversé des quartiers que je ne reconnaissais plus, de nouveaux immeubles, là où il y avait des maisons modestes, des supermarchés géants là où il y avait des épiceries de quartier avec des propriétaires qui vous connaissaient par votre nom. Tout était différent, tout était étranger, tout était hostile, comme si la ville me disait « Tu n'appartiens plus ici, ton temps est passé, il n'y a plus de place pour toi ». À un arrêt, un garçon est monté avec son grand-père. Le garçon devait avoir environ 8 ans, cheveux en désordre, sac à dos à roulettes. Le grand-père devait avoir environ 70 ans, cheveux blancs, canne, chemise à carreaux. Le garçon lui tenait fermement la main. Comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher, il l'a aidé à monter. Doucement, papy, une marche à la fois, il lui a cherché un siège. « Assieds-toi ici, c'est le meilleur !» Et le grand-père a souri, reconnaissant, aimé, nécessaire. Je les ai regardés et j'ai senti un coup de poignard dans la poitrine qui m'a presque plié en deux, parce que j'avais aussi été ce grand-père. Lily me tenait la main. Elle m'attendait après l'école. Elle courait vers moi en criant « Papy !» Elle me posait des questions. « Papy, pourquoi le ciel est bleu ? Papy, quand est-ce qu'on va au parc ? Papy, est-ce que tu m'aimes ?» Et je répondais toujours « Plus que tout au monde, mon amour !» Quand avais-je cessé de faire ça ? Quand avait-elle cessé de m'attendre ? Quand avait-elle cessé de courir vers moi ? Où était-ce Amélie qui l'avait éloignée de moi ? Qui lui avait dit de ne pas me chercher ? Qui lui avait dit que j'étais une nuisance ? Je ne savais pas. Je savais seulement que la dernière fois que Lily m'avait serré dans ses bras, c'était il y a des mois, 4 mois et quelques, et que ces étreintes me manquaient plus que je ne pouvais l'admettre, plus que je ne pouvais le supporter. Le garçon et son grand-père sont descendus 2 arrêts plus loin. Le garçon l'a aidé à descendre, « Attention, papy », et je suis resté là, à les regarder s'éloigner, souhaitant être ce grand-père, souhaitant avoir un petit enfant qui m'aime, qui prend soin de moi, qui a besoin de moi. Le trajet a duré 53 minutes. Je le sais parce que j'ai compté chaque minute. En regardant l'horloge du bus, en regardant les chiffres changer, parce que chaque minute qui passait était une minute plus loin d'Amélie, une minute plus loin de cette table où on m'a dit que j'étais en trop, une minute plus près de ce que je ne savais pas. Je savais juste que je devais m'éloigner. Le bus s'est vidé. La femme avec le bébé est descendue. Un groupe de jeunes aussi, bruyants, riant, sentant l'alcool et le parfum bon marché, un homme ivre qui est monté à mi-parcours, titubant,
parlant tout seul. À la fin, il ne restait que moi, et Patrick, seul dans ce bus vide, traversant la ville endormie. Il a ralenti, plus lentement que la normale, comme pour me donner le temps, comme s'il attendait que je change d'avis. Il a regardé dans le rétroviseur. « Monsieur Édouard, vous êtes sûr que ça va aller ?» Sa voix contenait une inquiétude sincère. Réelle, pas feinte. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de sourire, mais ça n'est pas sorti. « Oui, Patrick, merci, merci pour tout. » Il n'a pas semblé convaincu. Il m'a regardé comme on regarde une personne sur le point de faire quelque chose d'irréversible. Mais il n'a pas insisté. Il a juste continué à conduire lentement jusqu'au bout, jusqu'au dernier arrêt, jusqu'à là où la ligne se terminait, jusqu'à là où la ville se terminait, jusqu'à là où commençait peut-être ma nouvelle vie, ou là où se terminait celle que j'avais, Bellevue, terminus. La voix de Patrick semblait fatiguée, rauque, comme s'il arrivait lui aussi à la fin de quelque chose. Il a arrêté le bus. Le moteur s'est éteint. Le silence était assourdissant. Je me suis levé lentement en m'agrippant au siège de devant. Mes genoux ont craqué, ont protesté. J'avais mal. Tout me faisait mal. J'ai marché vers la porte. Chaque pas était un effort. Patrick s'est retourné sur son siège. Il m'a regardé avec ses yeux pleins de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Pitié, respect, peur. Monsieur Édouard, mon numéro est sur l'affiche de la compagnie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi à n'importe quelle heure. Sérieusement? J'ai hoché la tête. Je voulais dire quelque chose. Je voulais le remercier. Je voulais lui dire qu'il avait été un bon élève, que je me souvenais de lui, que j'étais content de le voir bien. Mais les mots ne sont pas sortis. Ils sont restés coincés dans ma gorge. J'ai juste hoché la tête à nouveau comme un idiot, comme un vieil homme qui ne sait plus parler. Et je suis descendu. Le froid de la nuit m'a frappé le visage comme un coup de poing. Le bus a démarré derrière moi. J'ai entendu le moteur s'éloigner. J'ai vu les feux rouges s'éloigner comme deux yeux rouges qui me regardaient. Et puis, je suis resté seul au milieu d'une rue vide. Sombre, froide, avec un sac à la main et nulle part où aller, sauf un endroit. Le seul endroit où peut-être je comptais encore. Enfui de son plein gré. Pendant ce temps, Lily et moi nous sommes installés chez Olivier. Elle dormait dans la chambre du fond, moi sur le canapé. Olivier insistait pour me donner son lit. Mais je n'ai pas accepté. Tu es malade, tu as besoin de te reposer. Il a souri. Et toi aussi. Mais tu es plus têtu que moi. Nous avons ri, et au milieu du chaos, nous avons trouvé la paix, de petits moments de paix qui nous maintenaient en vie. Lily a commencé à aider Berthe à la boulangerie, quelques heures le matin. Berthe la payait un peu et Lily économisait. « Pour quand je devrais aller à l'université ?» a-t-elle dit. Je l'ai regardée avec fierté, parce que ma petite fille était forte, elle était résiliente, elle était tout ce que sa mère n'était pas. Moi, de mon côté, j'ai commencé à donner des cours bénévoles au centre communautaire. De l'histoire pour les personnes âgées. Arthur, le voisin aveugle qu'Olivier m'a présenté, a été mon premier élève. « Monsieur Édouard, je veux apprendre. Même si je ne peux pas voir, je peux écouter. » Et il écoutait avec attention, avec une soif de connaissance. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. J'étais encore utile. Je comptais encore. Je pouvais encore donner quelque chose au monde. Marthe, la voisine grincheuse, est passée un jour avec des petits plats. Pour vous et la fille. Ne les gaspillez pas. Lily l'a remerciée. Merci, Madame Marthe. La femme a hoché la tête. Et avant de partir, elle m'a regardé. Vous avez repris vie, Monsieur Édouard. Ça se voit. Et elle est partie. Franck est venu un autre jour. Monsieur Édouard, samedi, on joue au domino. Vous venez? J'ai hoché la tête. Je viens. Et j'y suis allé. Et j'ai joué. Et j'ai perdu. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que j'étais en vie, parce que j'étais entouré de gens qui m'aimaient, parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas une nuisance. J'étais Monsieur Édouard, le professeur, l'ami, le grand-père.
Et cette simple affirmation de mon existence m'a redonné l'envie de vivre, l'envie de me battre, l'envie de gagner. 3 semaines se sont écoulées, et 3 semaines de préparation, de nerfs, de peur. L'audience était prévue pour un mardi à 10 heures du matin. Maître Laurent, mon avocat, est venu la veille. Monsieur Édouard, demain, ça va être dur. Amélie a aussi un avocat, et ils vont vous attaquer. Ils vont dire que vous êtes vieux, que vous ne pouvez pas vous occuper d'une adolescente, que Lily a besoin de sa mère. Je l'ai regardé, et qu'allons-nous dire? Il a souri. La vérité, que Lily est mieux avec vous, qu'elle a de la stabilité, qu'elle a de l'amour, et que sa mère l'a maltraitée. J'ai hoché la tête. Mais la peur était toujours là, parce que la vérité ne gagne pas toujours. Parfois, le système protège ceux qui ne le méritent pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, regardant le plafond, pensant à tout ce qui pourrait mal tourner. Et si la juge ne me croyait pas? Et si elle décidait que Lily devait retourner chez Amélie? Et s'il m'enlevait ma petite fille? Lily n'a pas dormi non plus. Je l'ai entendue se lever plusieurs fois, aller à la salle de bain, revenir. À 6 heures du matin, je me suis levé. Je suis allé à la cuisine. Elle était déjà là, assise à la table, les mains tenant une tasse vide. « Tu n'as pas pu dormir ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « J'ai peur, papy. » Je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai pris la main. « Moi aussi. Mais on va s'en sortir. Quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. » Nous sommes arrivés au tribunal à 9 heures. Maître Laurent nous attendait à l'entrée. « Prêt ?» J'ai hoché la tête. Lily aussi. Nous sommes entrés. C'était un bâtiment froid avec de longs couloirs et une odeur de vieux papier. Nous nous sommes assis dans une salle d'attente. Et puis je l'ai vue, Amélie. Elle était assise de l'autre côté avec son avocat, un jeune homme avec un costume cher et un visage arrogant. Amélie m'a regardé et j'ai retourné le regard. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cernes profonds, les cheveux ternes. Mais ses yeux avaient toujours cette dureté, cette froideur, cette incapacité à accepter qu'elle avait tort. Lily a serré ma main. « Ne la regarde pas, papy. Je n'ai pas peur de la regarder, mon amour. Ils nous ont appelés. Nous sommes entrés dans la salle. La juge était une femme d'environ 55 ans, avec des lunettes et une expression sérieuse. « Bonjour, je suis Madame la juge Leroy. Nous sommes ici pour résoudre la garde temporaire de la mineure Lily Sanchez. Madame Amélie, vous avez la parole. » L'avocat d'Amélie s'est levé. « Votre honneur. Ma cliente est une mère responsable, travailleuse, qui s'est occupée de sa fille pendant 16 ans. Monsieur Édouard, avec tout le respect que je vous dois, est un homme de 79 ans. Il n'a pas les ressources ni l'énergie pour s'occuper d'une adolescente. De plus, il a enlevé la mineure du domicile sans le consentement de la mère. Cela constitue un enlèvement. » Maître Laurent s'est levé. « Objection, votre honneur. Il n'y a pas eu d'enlèvement. La mineure s'est enfuie de son plein gré. Nous avons des dépositions qui le prouvent. De plus, il y a des preuves de maltraitance émotionnelle et physique de la part de la mère. » L'avocat d'Amélie a souri. Maltraitance. Madame Amélie n'a jamais frappé sa fille. Il y a eu une dispute normale entre une mère et une fille adolescente. Rien de plus. Lily s'est tendue à côté de moi. Maître Laurent a regardé la juge. Votre honneur. La mineure a un bleu sur le bras documenté par les services sociaux et il y a des témoins qui confirment la maltraitance émotionnelle. La juge l'a noté. Continuons. Monsieur Édouard veut-il dire quelque chose? Je me suis levé, les jambes tremblantes. Oui, votre honneur, je n'ai pas volé ma petite fille. Elle est venue à moi parce qu'elle n'avait nulle part où aller, parce que sa mère l'a frappée, parce que sa mère m'a mis à la porte de la maison sans raison. Je veux juste m'occuper d'elle, lui donner un foyer, lui donner de l'amour. Je sais que je suis vieux, je sais que je ne suis pas parfait, mais je l'aime. Et elle m'aime, et ça doit compter pour quelque chose. Je me suis rassis. La juge m'a regardé. « Monsieur Édouard, avez-vous un endroit stable où vivre ?»« Oui, avec mon ami Olivier. Et avez-vous des revenus ?»«
Oui, ma pension. Et je travaille à la boulangerie du quartier. La juge l'a noté. Et vous, Lily, que voulez-vous? Lily s'est levée, les larmes aux yeux. Je veux rester avec mon grand-père. Ma mère ne m'aime pas. Elle me garde seulement parce qu'elle a honte que les gens sachent que je suis parti. L'avocat d'Amélie s'est levé. Votre honneur, la mineure est manipulée. Il est évident que le grand-père lui a mis des idées en tête. Lily l'a regardé avec rage. Personne ne m'a manipulé. Ma mère m'a frappé. Ma mère a mis mon grand-père à la porte. J'ai tout vu. La juge a levé la main. Ordre. Lily, asseyez-vous. Lily s'est assise, tremblante. J'ai posé une main sur son épaule. La juge a regardé les papiers. J'ai ici le rapport des services sociaux. Il dit que la mineure est dans de bonnes conditions chez Monsieur Édouard, qu'elle a une stabilité émotionnelle, qu'elle va à l'école, qu'il n'y a aucun signe de danger. L'avocat d'Amélie s'est tendu. Mais votre honneur, c'est temporaire. Un homme de son âge ne peut pas. Un homme de son âge, a interrompu la juge, s'est mieux occupé de cette fille que sa propre mère ces dernières semaines. C'est ce que dit le rapport. J'ai senti un rayon d'espoir. La juge a appelé Berthe. Elle est entrée, nerveuse. Elle s'est assise. Madame Berthe, vous connaissez Monsieur Édouard, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, depuis 40 ans. Comment le décririez-vous? Berthe m'a regardé, les yeux remplis de larmes. Monsieur Édouard est... C'est une de ces personnes qu'on ne trouve plus. Honnête, travailleur, généreux. Quand mon mari est mort, il a été le seul à venir à la veillée, et il a apporté de la nourriture pour que je n'aie pas à cuisiner. Et quand j'ai ouvert la boulangerie, il m'a prêté de l'argent sans intérêt, sans papier, juste par confiance. La juge l'a noté. Et avec Lily, comment est-il? Avec Lily, il est. C'est un vrai grand-père, pas un de ceux qui donnent de l'argent et s'en vont. Il l'écoute, il la respecte, il la traite comme une personne, et Lily l'adore, ça se voit. Berthe s'est essuyé les yeux. Si quelqu'un mérite de s'occuper de cette fille, c'est lui. Puis la juge a continué. Cependant, la loi est claire. La garde appartient aux parents. Sauf s'il y a des preuves irréfutables de maltraitance grave. Et ici, bien qu'il y ait de la maltraitance émotionnelle, il n'y en a pas assez pour retirer la garde de manière permanente. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Mais votre honneur, elle a levé la main. Laissez-moi finir. Je vais ordonner une évaluation psychologique des deux, de la mère et du grand-père, et une évaluation de la mineure. Cela prendra 2 mois. Pendant ce temps, la garde temporaire reste à Monsieur Édouard. J'ai respiré, soulagé, mais seulement un peu, car 2 mois, ce n'est pas pour toujours. 2 mois, c'est juste un sursis. L'avocat d'Amélie a protesté. Votre honneur, c'est injuste. Ma cliente a le droit de voir sa fille. La juge a hoché la tête. Et elle l'aura. J'ordonne des visites surveillées 1 fois par semaine dans un lieu neutre. Les services sociaux coordonneront. Amélie s'est levée. Non, je veux récupérer ma fille. La juge l'a fixée. Madame Amélie, votre fille ne veut pas retourner avec vous, et je dois tenir compte de son opinion. Asseyez-vous. Amélie s'est assise, le visage rouge, les mains serrées, et j'ai su que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Nous avons quitté le tribunal. Lily m'a serré dans ses bras. Papy, on a gagné. On n'a pas gagné, mon amour. On a juste plus de temps. Maître Laurent a hoché la tête. Monsieur Édouard a raison. Ça va continuer. Amélie ne va pas abandonner. Mais nous avons un avantage. La vérité est de notre côté. Cet après-midi-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Olivier nous attendait avec du café. Comment ça s'est passé? Bien, plus ou moins, je lui ai tout raconté. Il a hoché la tête. 2 mois, c'est assez de temps pour se préparer, pour rassembler plus de preuves, pour montrer que Lily est mieux ici. Et puis, cette nuit-là, pendant que Lily dormait, je suis resté éveillé à penser, à planifier, car je savais que la prochaine audience serait la définitive, et je ne pouvais pas la perdre. Je n'allais pas perdre Lily, pas après tout ce que nous avions traversé. Au cours des semaines suivantes, quelque chose d'inattendu s'est produit. Amélie a commencé à venir aux visites surveillées, mais pas pour voir Lily pour m'attaquer. « Papa, c'est ridicule. Rends-moi ma fille. »
Ce n'est pas ma décision, Amélie, c'est la décision de la juge. Tu l'as manipulée, tu lui as mis des idées en tête. Non, tu lui as fait du mal, et elle a décidé de partir. Les visites étaient tendues, douloureuses. Lily parlait à peine à sa mère, et Amélie, au lieu d'essayer de renouer le contact, n'accusait qu'eux, n'attaquait qu'eux. Et à chaque visite, l'assistante sociale écrivait des notes. Et je savais que ces notes allaient m'aider, car elles montraient qui était vraiment Amélie et qui j'étais. Et à la fin, quand l'audience finale arriverait, la vérité parlerait plus fort que les mensonges. 2 mois plus tard, nous sommes retournés au tribunal, cette fois avec plus de preuves, avec plus de témoins, avec plus d'espoir. La juge Leroy est entrée. Nous nous sommes tous levés. Elle s'est assise. Elle a ouvert un dossier. J'ai examiné les évaluations psychologiques, les évaluations de la mineure et les rapports des visites surveillées. Elle a regardé Amélie. Madame Amélie, l'évaluation montre que vous avez des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de difficulté à gérer vos émotions. Elle montre aussi un manque d'empathie envers votre fille. L'avocat d'Amélie s'est levé. Votre honneur, ma cliente a été sous beaucoup de pression. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille. La juge l'a regardé. Asseyez-vous. Monsieur Édouard, votre évaluation montre que vous êtes en pleine capacité mentale, qu'il n'y a aucun signe de démence, que vous avez une stabilité émotionnelle et que vous avez un lien fort avec votre petite fille. J'ai ressenti un soulagement. Mais la juge a continué. Cependant, il y a une préoccupation, votre âge et votre santé. Le rapport médical dit que vous avez de l'hypertension, que vous avez besoin de médicaments constants et que statistiquement, à votre âge, les complications de santé sont courantes. J'ai senti un nœud dans la gorge. Votre honneur, je prends soin de moi. Je prends mes médicaments et j'ai du soutien. Olivier, mon ami, Berthe, Sarah, tout le monde m'aide. La loi m'oblige à considérer le bien-être à long terme de la mineure. L'avocat d'Amélie a souri, comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Votre honneur, il est clair que la mineure doit retourner chez sa mère. C'est naturel. C'est correct. Maître Laurent s'est levé. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, ce qui est naturel n'est pas toujours ce qui est correct. Ce qui est correct, c'est ce qui protège la mineure, et la mineure est en danger avec sa mère. La juge a levé la main. Vous avez tous les deux des arguments valables, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas considéré. Elle nous a tous regardés. L'opinion de Lily. Elle s'est tournée vers ma petite fille. Lily, vous avez 16 ans. Vous êtes assez grande pour que votre opinion ait un poids juridique. Que voulez-vous? Lily s'est levée, les jambes tremblantes. Mais d'une voix ferme, « Je veux rester avec mon grand-père. Je sais qu'il est vieux, je sais qu'il peut tomber malade, mais il s'occupe de moi, il m'écoute, il me respecte, ma mère. Ma mère ne me voit que comme un fardeau, comme quelque chose qu'elle doit tolérer. Je ne veux pas vivre comme ça. Je préfère être avec quelqu'un qui m'aime vraiment, même si c'est pour peu de temps, qu'avec quelqu'un qui m'a seulement par obligation. » Ces mots ont résonné dans la salle. La juge l'a noté. Amélie s'est levée. « Lily, ce n'est pas vrai. Je t'aime. » Lily l'a regardée avec des larmes. « Non, maman, tu ne m'aimes pas et je n'ai plus besoin de toi. » Amélie a pâli. Elle s'est assise comme si elle avait été frappée. La juge a fermé le dossier. J'ai pris une décision. Mais avant cela, je veux dire quelque chose. Elle nous a tous regardés. Cette affaire m'a fait réfléchir à ce que signifie être une famille, à ce que signifie prendre soin et à ce que signifie aimer. Elle a fait une pause. Madame Amélie a le droit légal sur sa fille. C'est indiscutable, mais le droit légal ne coïncide pas toujours avec le bien-être émotionnel. J'ai senti mon cœur battre vite. J'ai décidé d'accorder la garde légale à Monsieur Édouard Sanchez, avec une surveillance des services sociaux tous les 3 mois. Madame Amélie aura le droit de visite, mais seulement si la mineure est d'accord. J'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait. Avais-je bien entendu? Lily a attrapé mon bras. « Papy, on a gagné ?» La juge a continué. Cependant, étant donné l'âge de Monsieur Édouard, j'ordonne qu'un tuteur subsidiaire soit nommé, quelqu'un qui puisse prendre en charge Lily au cas où Monsieur Édouard ne pourrait plus le faire. Y a-t-il quelqu'un? Maître Laurent s'est levé. Votre honneur.
Sarah Johnson, ancienne employée de maison de M. Edouard, a exprimé sa volonté d'être tutrice subsidiaire. La juge a hoché la tête. Parfait. Qu'on la contacte pour les procédures légales. Elle a frappé du marteau. Séance levée. Et à ce moment-là, tout a explosé. Lily a pleuré, j'ai pleuré, Maître Laurent a souri, et Amélie. Amélie s'est levée et est partie. Sans rien dire, sans se retourner, nous avons quitté le tribunal. Le soleil brillait, l'air était frais, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La victoire. Pas une victoire sur Amélie. Une victoire sur la peur, sur la solitude, sur le sentiment que je ne valais plus rien. Lily m'a serré dans ses bras. Merci, papy. Merci de t'être battu pour moi. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je vais toujours me battre pour toi, mon amour. Toujours. Maître Laurent nous a félicités. Monsieur Edouard, vous avez marqué l'histoire. Peu de grands-parents gagnent des cas comme celui-ci. J'ai souri. Je n'ai pas gagné. La vérité a gagné et nous sommes rentrés à la maison à Bellevue, dans ce vieux quartier où j'étais né de nouveau. 6 mois plus tard, la vie s'est installée. Lily a changé d'école. Maintenant, elle allait dans une près de Bellevue. Elle s'est fait des amis. Elle riait plus. Elle dormait mieux. Olivier a continué à se battre contre le cancer. Certains jours, il allait mieux, d'autres moins. Mais il souriait toujours. Édouard, si je meurs demain, je meurs heureux parce que je t'ai ici. Et c'est plus que ce que j'espérais. J'ai souri aussi, parce que je savais que c'était vrai. Franck a continué à nous inviter à jouer au domino. Monsieur Edouard, vous avez déjà gagné 3 fois. Vous trichez. J'ai ri. Je ne triche pas. Je suis juste bon. Berthe a continué à me donner du travail à la boulangerie. Monsieur Edouard, demain j'ai besoin d'aide pour l'inventaire. Je serai là, Berthe. Marthe a continué à apporter des petits plats pour vous, pour la fille et pour Olivier. Ne les gaspillez pas. Arthur, le voisin aveugle, a continué à venir à mes cours d'histoire. Monsieur Edouard, parlez-moi de la guerre civile. Et je lui ai raconté avec passion, avec vie, parce qu'enseigner me faisait me sentir utile, ça me faisait me sentir vivant. Irène nous a rendu visite tous les mois. Elle apportait de la nourriture, des médicaments, de l'affection. Mon frère, je suis heureuse de te voir comme ça. Et j'étais heureux aussi, parce que pour la première fois depuis des années, je n'étais pas une nuisance. J'étais nécessaire, je comptais, et ça a tout changé. Un après-midi, j'étais assis sur le porche. Lily a apporté du café. « Papy, à quoi penses-tu » Je l'ai regardé. « À ta grand-mère, à ce qu'elle m'a dit dans son journal. L'amour n'est pas le sang, c'est un choix. » Lily a souri. Elle avait raison. J'ai hoché la tête. Oui, il m'a fallu 79 ans pour le comprendre. Mais maintenant, je comprends. Olivier est sorti avec le journal. Il s'est assis à côté de moi. De quoi parlez-vous ? De l'amour, de la famille, des choix. Il a souri. De bonnes conversations. Berthe est passée dans la rue. Monsieur Edouard, demain à 7 heures, j'ai levé la main. Je serai là. Et à ce moment-là, en regardant Lily, Olivier, Berthe, ce quartier qui m'avait accueilli à bras ouverts, j'ai compris quelque chose. J'avais gagné, pas contre Amélie, contre l'abandon, contre la solitude, contre l'idée que vieillir, c'était disparaître. Et si vous qui écoutez mon histoire vous êtes déjà senti jetable, s'ils vous ont déjà dit que vous étiez une nuisance, si ceux qui disaient vous aimer vous ont déjà rejeté, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Je suis aussi passé par là et j'ai survécu. Pas parce que j'étais fort, mais parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont choisi, des gens qui m'ont vu, des gens qui m'ont aimé sans me demander de m'excuser d'exister. Et vous pouvez aussi trouver ces gens, cette famille choisie, cet endroit où vous comptez. N'abandonnez pas. Ne vous taisez pas. Ne vous laissez pas effacer parce que vous en valez la peine. Même si personne ne vous le dit, même si personne ne vous le montre, vous en valez la peine. Ceux qui disaient « vous aimez » vous ont-ils déjà rejeté? Dites-le-moi ci-dessous, vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez-moi un j'aime et abonnez-vous. Chaque jour, je partage des histoires qui pourraient être les vôtres. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vraiment, à la prochaine histoire.